Les lois de la nature humaine de Robert Greene est l'un des livres les plus percutants et les plus honnêtes qui ait jamais été écrit sur le comportement humain. Pourquoi les gens agissent comme ils le font? Qu'est-ce qui pousse vraiment leurs décisions? Et surtout, comment comprendre les forces invisibles qui influencent chaque interaction? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce chef-d'œuvre de Greene. Tu vas découvrir les schémas inconscients et les instincts profonds qui influencent les gens autour de toi, ainsi que toi-même, que tu en sois conscient ou non. Et une fois qu'on aura terminé, tu sauras non seulement lire les gens comme un livre ouvert, mais aussi prédire leur comportement et surtout te protéger des manipulations. Et si tu as envie d'aller encore plus loin et de transformer ces idées en actions concrètes, j'ai préparé pour toi un blueprint disponible sur le site. Partie 1, se maîtriser. Loi 1, la loi de l'irrationalité. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as eu une dispute enflammée avec quelqu'un que t'aimes? Ton cœur qui s'emballe, ton visage qui rougit, et là, sans même réfléchir, tu balances des mots que tu regrettes aussitôt. Quelques heures plus tard, une fois que la tempête est passée, tu te dis « Mais pourquoi j'ai dit ça ?» En plus, c'est même pas ce que je pense vraiment. Comme toi, j'ai longtemps cru que j'étais quelqu'un de rationnel, que je prenais mes décisions en réfléchissant, posément, avec logique. Mais en réalité, la plupart du temps, ce sont nos émotions qui tiennent le volant. Et la logique, elle, est coincée sur la banquette arrière, en train d'essayer de donner du sens au trajet. Le cerveau humain n'a pas été conçu selon un plan parfait et logique. C'est un vieux système de survie, construit couche après couche au fil de millions d'années. Au cœur, il y a le cerveau reptilien, ton système d'exploitation le plus ancien, programmé pour une seule chose, te garder en vie. C'est lui qui te fait sauter en arrière quand une voiture fonce sur toi. Pas de réflexion, juste l'instinct. Au-dessus, il y a le système limbique, ton cerveau émotionnel. C'est ici que naissent tes émotions et que tes souvenirs prennent de la valeur. Tu te souviens de ce doux souvenir de la cuisine de ta grand-mère? C'est ton système limbique qui donne du sens à ce moment. Enfin, tout en haut, on trouve le néocortex, ton cerveau rationnel. C'est lui qui te permet de prévoir ta retraite, de résoudre des problèmes compliqués ou simplement de comprendre cette vidéo en ce moment même. Il est puissant, mais il est aussi lent. Pense à la dernière fois où tu as choisi un nouveau téléphone, une paire de baskets ou même juste une marque de café. Tu as sûrement eu l'impression de peser le pour et le contre. Mais les recherches montrent que pendant que ton cerveau émotionnel réagit en millisecondes, ton cerveau rationnel, lui, a besoin de plusieurs secondes. Autrement dit, au moment où tu crois réfléchir, tes émotions, elles, ont déjà décidé. Et ça, les marketeurs le savent mieux que personne. Ils ne vendent pas des produits. Ils vendent une identité, un sentiment d'appartenance, du statut social. C'est pour ça que les pubs pour des baskets ne te parlent jamais des matériaux. Elles te montrent des athlètes en pleine action. Parce qu'ils savent très bien qu'on est des créatures émotionnelles, qui essaient juste de se donner une image rationnelle. Alors, comment garder le contrôle? La première étape pour devenir plus rationnel, c'est justement de repérer les moments où tu l'es pas. La prochaine fois que tu sens une émotion monter, nomme-la. Est-ce que c'est de la peur, de la colère, du désir? Rien que le fait de la nommer, ça réduit déjà son pouvoir. Une fois que tu as identifié ce que tu ressens, remonte à la source. Demande-toi, pourquoi je ressens vraiment ça? Souvent, la vraie raison n'a rien à voir avec le déclencheur. Cette colère contre ton collègue, par exemple, cache peut-être une frustration bien plus profonde. Et quand tu sens cette vague émotionnelle arriver, crée une pause. C'est dans ce petit moment entre le stimulus et ta réponse que se trouve ta liberté. Respire un grand coup. Compte jusqu'à 10. Ça laissera enfin à ton cerveau rationnel le temps de rattraper tes émotions. Loi 2, la loi du narcissisme. Imagine la scène. Tu es à table avec des amis, tout excité de partager une grande nouvelle. Tu es en plein milieu de ta phrase, prêt à faire monter le suspense. Et là, un ami te coupe. D'un coup, la conversation dévie. Les regards se tournent vers lui. L'attention change de camp. Ton enthousiasme retombe, remplacé par une petite frustration. Tu hoches la tête, tu fais semblant d'écouter, mais au fond, tu penses « Ont-ils seulement entendu ?» Ce genre de situation, c'est un vrai signal. Que ça nous plaise ou non, on a tous une part de narcissisme en nous. La vraie question, c'est pas « Est-ce que je suis narcissique ?» mais plutôt « À quel point je le suis ?» Imagine une ligne. À une extrémité, il y a le narcissique profond, celui qui est complètement absorbé par sa propre importance. Un peu comme Jordan Belfort dans Le Loup de Wall Street. Il recherche constamment la validation et derrière une confiance apparente se cache un ego fragile, prêt à exploser à la moindre blessure. Quand on les ignore, la frustration, voire la colère, ne tarde jamais à monter. On a tous connu quelqu'un comme ça, un pote qui ramène toujours tout à lui, ou ce partenaire qui ne prend jamais vraiment en compte ce que tu ressens.
Pour eux, la vie, c'est un one-man show. Et toi, tu joues juste un figurant. À l'autre extrémité, il y a le narcissique sain. Quelqu'un qui s'accorde de la valeur, mais pas au détriment des autres. Un peu comme Oprah. Ces personnes-là sont sûres d'elles, elles poursuivent leurs objectifs, mais elles savent aussi écouter, compatir et créer des liens. Et avant de te dire « moi je suis de ce côté-là », il faut savoir qu'on ne reste jamais figé à une extrémité ou à l'autre. En réalité, on glisse constamment le long de cette échelle selon nos émotions, notre niveau de confiance ou encore ce qui se passe autour de nous. Alors, au lieu de faire la liste des narcissiques que tu connais, je te propose un petit exercice. Pendant tes 3 prochaines conversations, note combien de fois tu ramènes le sujet vers toi. Regarde ton téléphone pendant que l'autre parle. Prépare ta réponse avant qu'il ait fini sa phrase. Ressens de l'impatience quand l'attention se détourne de toi. La plupart d'entre nous sont surpris parce que ce simple exercice révèle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à maîtriser ces tendances narcissiques. Et tout commence par la conscience. Première étape, cultive la curiosité au lieu de juger. Chaque personne que tu croises a un monde invisible en elle, des peurs, des rêves, des expériences que tu ne vois pas. Deuxième étape, entraîne ton imagination empathique. Les études montrent que lire des romans développe l'empathie parce que, le temps d'un livre, tu vis dans la peau d'un autre. Et ce muscle, tu peux le réutiliser dans la vraie vie. Troisième étape, fais une vraie détox numérique. Les réseaux sociaux sont conçus pour nourrir notre narcissisme. Ils récompensent l'autopromotion et transforment les relations humaines en compétition de likes. Et le plus contre-intuitif, c'est ça. Plus tu t'intéresses sincèrement aux autres, plus tu deviens magnétique. Loi 3, la loi de la persona. Je me souviens d'un jour, j'avais un entretien d'embauche super important. Dès que j'ai poussé la porte, j'ai redressé le dos, j'ai pris une voix plus grave et j'ai essayé de dégager un max de confiance, alors qu'au fond, j'étais mort de trouille. Et quelques heures plus tard, le soir, au bar avec mes amis, j'étais une toute autre personne. Plus détendu, plus bruyant, presque méconnaissable. Comme le disait Schopenhauer, les gens sont comme la lune. Ils ne vous montrent qu'une seule face. On porte tous des masques. Et on passe de l'un à l'autre tellement naturellement qu'on ne s'en rend même plus compte. Mais ne te méprends pas. Chaque interaction que tu as dans ta vie, c'est une sorte de spectacle sur une scène invisible. Réfléchis-y. Ton profil LinkedIn soigné qui omet tes échecs professionnels. Tes photos Insta de vacances qui ne montrent jamais les disputes qu'il y a eu juste avant la photo. Ton CV qui transforme une carrière bancale en parcours sans faute. Tout ça, c'est pas forcément des mensonges, c'est juste une présentation sélective. Et on fait ça pour 4 raisons. Pour se protéger. Les masques cachent nos faiblesses, surtout quand l'environnement est compétitif. Pour s'adapter, chaque situation demande une version différente de toi. Pour se conformer, imiter les autres, ça crée des connexions et ça évite d'être rejeté. Et pour le pouvoir, quand tu contrôles ce que les autres voient, tu influences la façon dont ils réagissent. Mais si tout le monde joue un rôle, comment tu fais pour voir la vérité derrière le masque? Commence par repérer les incohérences. Ce sont des moments où les mots et le langage corporel ne correspondent pas. Quand quelqu'un te dit « ça va, je vais bien », mais que son corps dit tout l'inverse. Ce genre de décalage, c'est un vrai signal. Ensuite, observe leur comportement de base. Comment se comportent-ils habituellement? Si une personne d'habitude bavarde devient silencieuse dès qu'un sujet arrive, tu tiens peut-être ta réponse. Et fais attention aux changements de contexte. Remarque comment le comportement de quelqu'un change dans différents environnements. Par exemple, un ami qui est hyper naturel quand vous êtes en tête-à-tête, mais qui change totalement quand il y a du monde. Comprendre que tout le monde joue un rôle, ça ne veut pas dire devenir faux, ça veut dire être intentionnel. Connais ton public, adapte-toi à différents environnements sans te perdre. Aligne tes mots, ton ton et ton langage corporel. Les études montrent que 93% du message émotionnel passe par autre chose que les mots. Si ton corps et ta voix racontent une autre histoire que tes phrases, les gens vont le sentir, même sans savoir l'expliquer. Utilise la vulnérabilité stratégique. Un peu d'authenticité crée du lien. Les meilleurs communicants ne sont pas parfaits, ils sont juste sincèrement humains, mais de façon dosée. Partage quelque chose de vrai, mais pas tout. Et surtout, reste fidèle à tes valeurs profondes. Les meilleures performances viennent quand tu amplifies des parties réelles de toi, pas quand tu t'inventes une autre personnalité. Le jour où tu comprends que tout le monde est en train de jouer un rôle, tu prends un vrai avantage sur n'importe qui, dans n'importe quelle pièce. Loi 4, la loi du comportement compulsif. Imagine, tu es dans un casino en train d'observer une personne installée à la table de roulette. Un homme vient de perdre 7 fois d'affilée, mais il est persuadé que la prochaine sera la bonne. Sa femme et une amie ont essayé de le tirer de là, mais 4 heures plus tard, et après avoir dépensé tout son salaire, il est toujours là.
bloqué dans une boucle qu'il n'arrive pas à briser. Et la vérité, c'est qu'on est tous comme ça, chacun à notre façon. On a tous des schémas inconscients qui se répètent dans notre vie, encore et encore, même quand ça nous fait du mal. Et le plus dur à accepter, c'est que qui tu es a été largement façonné pendant ton enfance. Pense à ton caractère comme un système d'exploitation qui s'est installé pendant que tu grandissais. Vers l'adolescence, tes tendances profondes étaient déjà là, bien en place. Le cadre ultra ambitieux qui n'arrive jamais à savourer ses succès, si tu grattes un peu, tu trouves souvent une enfance où l'amour était conditionné par les résultats. La femme qui tombe toujours sur des partenaires toxiques. Souvent, elle recrée, sans même s'en rendre compte, les schémas émotionnels de ses premières relations. Ce ne sont pas juste des habitudes, ce sont des compulsions, des schémas ancrés tellement profondément que ça te semble aussi naturel que respirer. Et même si on adore entendre des histoires de gens qui changent radicalement, la vérité, c'est que notre caractère de base reste étonnamment stable au fil des années. Alors, si tu veux vraiment comprendre quelqu'un, oublie ce qu'il dit. Observe ses schémas, ses réflexes, ses réactions. Regarde comment il gère les petits problèmes. Quelqu'un qui explose pour une simple erreur, c'est rarement juste une mauvaise journée. C'est souvent son réflexe par défaut face à la frustration. Regarde ce qu'il fait quand il a du pouvoir entre les mains. Donne de l'autorité à quelqu'un et son vrai visage ressort direct. Et surtout, observe comment il agit quand personne ne regarde. Ce qu'il montre en privé, c'est 100 fois plus révélateur que son image publique. Dans un monde où la plupart des gens restent aveugles à leur propre schéma, celui qui apprend à voir ses scripts invisibles, chez lui et chez les autres, passe d'un mode réaction automatique à un mode choix stratégique. Loi 5, la loi de la convoitise. L'autre jour, j'étais en train de scroller sur Instagram quand je suis tombé sur une photo. Jake, mon cousin, venait de s'acheter une nouvelle voiture, super classe, hors de prix. Une seconde avant, j'étais parfaitement content de la mienne. Et là, d'un coup, je ressens cette petite piqûre d'envie. Comme un « pourquoi pas moi ?» Et plus tard, dans la journée, au boulot, j'apprends que Lucas, du marketing, vient de décrocher une promotion. Le truc, c'est que je n'avais jamais voulu ce poste. Mais dès que j'ai entendu la nouvelle, la même pensée m'a traversé l'esprit. Comme un « pourquoi pas moi ?» C'est pas un hasard. C'est comme ça qu'on fonctionne. On est câblé pour désirer ce qu'on ne peut pas avoir facilement. Il y a une expérience connue qui illustre ça. Des chercheurs ont mis des cookies identiques dans deux bocaux. L'un était presque plein, l'autre quasiment vide. Et quand on a demandé aux gens de choisir, la majorité a préféré les cookies du bocal presque vide, persuadés qu'ils devaient être meilleurs, juste parce qu'il y en avait moins. Et dans l'histoire, il y a 3 facteurs qui reviennent toujours quand il s'agit de faire grimper le désir. Le premier, c'est l'interdit. Tout ce qu'on nous refuse devient automatiquement plus attirant. C'est pour ça que les ados se rebellent contre les règles des parents. Et c'est pour ça que les clubs ultra privés n'ont jamais de mal à recruter, même quand les critères d'entrée sont absurdes. Le deuxième, c'est le mystère. Notre cerveau adore chercher des motifs, des explications, et le mystère crée une sorte de démangeaison mentale qu'on ne peut pas ignorer. C'est pour ça que tu te retrouves à enchaîner un dernier épisode quand une série se termine sur un gros cliffhanger. C'est aussi pour ça que les gens qui en disent moins paraissent souvent plus fascinants. Le troisième, c'est la validation sociale. Quand on voit que les autres accordent de la valeur à quelque chose, on se dit que ça doit en valoir la peine. Un resto avec une file d'attente dehors aura l'air plus bon qu'un resto vide juste à côté, même si tu n'as aucune idée de ce qu'ils servent. Cette pression sociale façonne nos envies bien plus qu'on ne le croit. Alors, la prochaine fois que tu sens ce petit picotement, cette envie soudaine d'avoir quelque chose parce que les autres le veulent, pose-toi cette question toute simple. Est-ce que je le voudrais si personne d'autre n'en voulait ? Juste cette question-là peut te libérer d'un paquet de frustrations inutiles. Loi 6. La loi du manque de vision. Imagine 2 joueurs d'échecs. Le premier, c'est un débutant. Il joue au feeling, il voit un coup, il le joue direct, sans réfléchir plus loin. Il espère que ça passe. Mais au bout de quelques tours, il se fait piéger. Échec et mat. Le deuxième, lui, c'est un maître. Il voit tout l'échiquier. Il pense 10 coups à l'avance, c'est lui qui contrôle la partie, pas l'inverse. Le truc, c'est que la plupart des gens vivent de leur vie comme le premier joueur, ils réagissent à ce qui se présente, ils foncent sur la première opportunité, cherchent des petites victoires rapides, sans jamais penser aux conséquences sur le long terme. Mais la vie, comme les échecs, récompense ceux qui voient au-delà du prochain coup. Alors, pourquoi tombe-t-on dans ce piège ? Parce qu'on est programmé pour ça. Notre cerveau est câblé pour chercher des récompenses immédiates, de la malbouffe, du plaisir, de la sécurité. Mais dans le monde d'aujourd'hui, cet instinct peut littéralement ruiner ta vie. Robert Greene parle de 4 pièges qui nous enferment dans cette vision court-termiste. Le piège des conséquences imprévues.
On croit que nos actions vont mener à des résultats simples, prévisibles. Mais la réalité est bien différente. Prends Sarah par exemple. Elle veut perdre du poids pour rentrer dans sa robe de mariée. Elle commence un régime ultra strict. Elle perd 7 kilos, mais se bousille le genou, plus de sport possible. Elle reprend son poids et même plus 10 kilos. Le piège de l'enfer tactique. Ici on gagne des petites batailles, mais on perd la guerre. Julie par exemple gagnait chaque dispute avec son patron. À chaque fois, elle avait le dernier mot et elle se sentait puissante. Mais quand est arrivée la période des promotions, c'est ses collègues, plus discrets, qui ont été récompensés. Elle était restée bloquée. Ces petites victoires lui ont coûté son avenir. Le piège de la fièvre de l'info. Réagir à tout, c'est réfléchir à rien. Michael voit une alerte sur son téléphone. Une action est en train d'exploser en bourse. Il saute sur l'occasion, balance toutes ses économies. Sans prendre le temps de creuser, 2 semaines plus tard, l'action s'effondre. Résultat, il a tout perdu. Le piège de se noyer dans les détails. Quand tu bloques sur des détails insignifiants, tu ralentis ton propre progrès. Lisa, par exemple, voulait lancer son business, mais elle a passé des semaines à choisir la police d'écriture parfaite, les couleurs, le logo. Pendant ce temps-là, ses concurrents lançaient déjà leurs produits. Son obsession pour les détails lui a coûté un temps précieux. Alors comment sortir de cette logique court-termiste? Green propose 3 stratégies. Pratique la distance stratégique. Avant de prendre une décision, pose-toi cette question. Est-ce que ça comptera encore dans 5 ans? Rien que cette question suffit à te sortir du mode impulsif et à te forcer à penser long terme. Relie tes actions quotidiennes à tes grands objectifs. Avant d'agir, demande-toi. Est-ce que ce que je fais là me rapproche de ma vision long terme ou est-ce que ça m'en éloigne? Chaque décision doit servir ton futur, pas juste ton plaisir du moment. Entoure-toi de personnes qui pensent long terme. On devient comme les gens qu'on fréquente. Si tu es entouré de personnes qui cherchent la gratification immédiate, tu finiras par faire pareil. Cherche des mentors, des amis, des modèles qui jouent sur le long terme. Parce qu'au final, la capacité à retarder une gratification, c'est peut-être le meilleur indicateur de succès dans la vie. Pendant que les autres réagissent dans tous les sens, toi tu planifies. Pendant qu'ils cherchent des petites victoires immédiates, toi tu prépares l'échec et mat. Loi 7, la loi de la défensive. Pense à la dernière fois où quelqu'un t'a critiqué. C'était quoi ta première réaction? Probablement ce petit blocage dans la poitrine, cette envie immédiate de te justifier, ou même une pointe de colère contre la personne qui t'a fait la remarque. C'est normal, c'est inscrit dans ton cerveau. Quand tu reçois une critique, ton cerveau l'interprète comme une menace. C'est le même mécanisme que si quelqu'un te lançait un coup de poing. Soit tu contre-attaques, soit tu fuis. D'après Green, cette défensive vient de 3 croyances profondes, 3 piliers qui construisent ton identité. Je suis autonome. On veut tous croire qu'on est libre, qu'on prend nos décisions seuls, qu'on contrôle notre vie. C'est pour ça qu'on déteste l'idée d'avoir été manipulé ou influencé, même quand c'est évident. Je suis intelligent. Personne n'aime se sentir idiot. Reconnaître qu'on s'est fait avoir par une arnaque, une personne toxique ou une mauvaise décision, ça fait mal à l'ego. On a besoin de croire que nos choix sont logiques, que notre jugement est solide. Je suis une bonne personne. On se voit tous comme quelqu'un de moral, de juste. Donc quand quelqu'un remet ça en question, on le rejette instinctivement. On va même trouver 1000 excuses pour se convaincre qu'on a eu raison d'agir comme on l'a fait. Mais voilà la vérité qui pique. Chaque fois que tu deviens défensif, tu passes à côté d'une opportunité de grandir. Les retours les plus précieux, ceux qui pourraient là vraiment t'aider à avancer, sont souvent ceux qu'on rejette le plus vite. Et la défensive, c'est pas qu'un problème personnel. C'est aussi le plus gros frein quand tu veux convaincre quelqu'un. Green propose 5 stratégies pour contourner ça et mieux persuader. Deviens un vrai écoutant. La plupart des gens écoutent juste pour pouvoir répondre. Toi, fais l'inverse. Écoute pour comprendre. Pose des questions. Et retiens-toi de parler de toi tant que tu n'as pas vraiment saisi ce que l'autre veut dire. Crée une contagion émotionnelle. Les émotions sont contagieuses. Si tu es tendu ou agressif, les autres vont le sentir et adopter la même attitude. Mais si tu restes calme, posé, sûr de toi, ils vont naturellement s'adoucir. Valorise leur image d'eux-mêmes. Plutôt que de bousculer leurs croyances, renforce-les. Par exemple, si quelqu'un tient beaucoup à son indépendance, ne lui impose pas ton idée. Montre-lui plutôt qu'il a le choix. Adresse leurs insécurités cachées. Derrière la défensive, il y a presque toujours une peur. Peur d'avoir l'air faible, ridicule ou inutile. Si tu arrives à rassurer cette peur, sans l'exposer, tu verras la personne devenir beaucoup plus ouverte. Utilise la résistance comme une porte d'entrée. Quand quelqu'un s'accroche et refuse d'écouter, ne force pas. Dis-lui, tu sais quoi, peut-être que c'est pas pour toi. Et là, souvent, c'est son instinct de contradiction qui va faire le boulot. Il commencera à envisager ce qu'il rejetait 2 secondes avant.
Loi 8, la loi de l'autosabotage. Je te présente Michael. 28 ans, il vient d'avoir la promotion dont il rêvait depuis des années. Mais au lieu de sauter de joie, il passe ses nuits à cogiter. Et si j'étais pas à la hauteur? Et si tout le monde se rendait compte que je suis un imposteur? 3 jours avant de commencer son nouveau poste, il envoie un mail en pleine nuit et décline la promotion. Ça te parle, cette situation? On adore accuser le monde extérieur quand on échoue, la malchance, les gens compliqués, des circonstances injustes. Mais souvent, le vrai responsable, c'est nous. Ce que tu penses, ton attitude, c'est pas juste une réaction passive à ce qui t'arrive. C'est comme un filtre sur l'objectif d'une caméra. Ça déforme ce que tu vois, ça influence tes choix et donc les résultats que tu obtiens. Green explique qu'il existe 2 états d'esprit qui décident si tu grandis ou si tu t'auto-détruis. Le mindset négatif. Celui-là est dicté par la peur. Quand t'es coincé là-dedans, tu vois des limites partout. Des raisons de ne pas essayer, de ne pas changer, de rester sur place. Et forcément, ça devient une prophétie auto-réalisatrice. Imagine, tu vas à une soirée persuadé que personne ne va t'aimer. Tu restes sur la défensive, fermé, distant. Les gens le sentent, s'éloignent, et voilà, ta petite voix intérieure te dit « Tu vois, je te l'avais dit, j'ai pas ma place ici. » Le mindset positif. Ici, tout est une question de possibilités. Ceux qui vivent avec cet état d'esprit voient des opportunités là où d'autres voient des problèmes, des leçons là où d'autres voient des échecs, et des connexions là où d'autres voient des menaces. Reprends la même soirée avec ce mindset-là. Tu rentres confiant, ouvert, détendu, les gens sont naturellement attirés par toi. Même soirée, même endroit. 2 états d'esprit différents et 2 résultats totalement opposés. Green identifie 5 attitudes toxiques qui mènent tout droit à l'autosabotage. Pendant que je te les liste, pose-toi la question suivante. Laquelle pourrait me freiner? L'attitude hostile. Ici, tu vois le monde comme un danger. Du coup, tu restes sur la défensive, tu refuses de l'aide et tu attaques avant d'être attaqué. L'attitude anxieuse. Tu détestes l'incertitude et tu as peur de l'échec. Alors tu veux tout contrôler, tout verrouiller. L'attitude évitante. Ici, c'est la peur de ne pas être à la hauteur qui te bloque. Du coup, tu procrastines, tu repousses, tu trouves des excuses. L'attitude dépressive. Cette petite voix qui te répète que tu ne mérites pas le bonheur ou la réussite. L'attitude rancunière. Au lieu de construire ta propre réussite, tu passes ton temps à regarder ce que les autres ont et à t'en plaindre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces attitudes ne sont pas gravées dans le marbre. C'est juste des habitudes mentales. Et une habitude, ça peut se changer. Parfois, il faut un électrochoc, une rupture, un échec, une crise pour sortir de ce cercle. Mais t'es pas obligé d'attendre que tout explose. Le vrai secret, c'est de commencer par des petites actions régulières. Parce que quand tes actions changent, tes résultats changent. Et quand tes résultats changent, ta vision de ce qui est possible change aussi. Loi 9, la loi du refoulement. On porte tous un masque. Le collègue super sympa qui cache sa rancœur, le mec qui joue les durs, mais qui s'écroule quand il est seul, le prédicateur de morale qui en cachette, a une double vie. Derrière ces masques, il y a ce que Carl Jung appelait l'ombre. L'ombre, c'est toutes les parties de toi que tu trouves trop dangereuses, trop honteuses ou trop vulnérables pour les montrer aux autres. Mais plus tu réprimes ton ombre, plus elle prend le contrôle. Green explique qu'il y a 6 signes qui montrent que ton ombre est peut-être déjà aux commandes. Le comportement contradictoire. Tu sais, le politicien qui passe son temps à parler de valeurs familiales alors qu'il trompe sa femme en secret. Le coach bien-être qui fume en cachette. Quand ce que tu fais ne colle pas avec ce que tu dis, c'est ton ombre qui agit, pas toi. Les explosions émotionnelles. T'as sûrement déjà vu ça, quelqu'un qui explose pour un truc insignifiant. Un boss qui vire un employé pour une simple erreur. Un pote qui coupe les ponts après une petite dispute. En réalité, c'est pas le moment qui déclenche ça. C'est des années d'émotions refoulées qui finissent par exploser. Le déni passionné. Plus quelqu'un condamne quelque chose avec violence, plus c'est louche. Souvent, il combat cette même envie en lui. Pense au politicien anti-corruption qui planque son argent dans des paradis fiscaux. Ou le gars ultra-moralisateur qui mène une double vie. L'idéalisme excessif. Regarde l'histoire, des héros qui, une fois au pouvoir, sont devenus exactement ce qu'ils combattaient au départ. Leur ombre a juste attendu le bon moment, et quand elle l'a pu, elle a pris le volant. Le comportement accidentel. Sous grosse pression, ou après quelques verres, le masque tombe. Et là, c'est le vrai toi qui surgit, et parfois c'est choquant. Le miroir de la projection. Quand quelqu'un passe son temps à accuser les autres d'être manipulateurs, égoïstes ou malhonnêtes, souvent, c'est juste un miroir.
il voit chez les autres ce qu'il refuse d'accepter chez lui. Reconnaître ton ombre, c'est essentiel, parce que si tu la nies, elle va finir par te vider de ton énergie, et elle trouvera un autre moyen de s'exprimer. Addiction, relations toxiques, maladie, mais si tu l'affrontes, tu deviens plus fort, plus conscient de qui tu es vraiment, et surtout plus compréhensif, avec toi-même et avec les autres. Alors, comment faire? La voir, dès que tu te sens sur la défensive, vexé ou hypercritique, c'est ton ombre qui parle. L'accepter. Faut pas lutter contre avec de la honte. Assume. L'explorer. Pose-toi la question, qu'est-ce que cette partie de moi cherche vraiment? Souvent, c'est un besoin légitime, mais qui s'exprime mal. La canaliser. Apprends à utiliser sa force pour toi, pas contre toi. Serre-t'en pour poser tes limites et t'affirmer. La gérer. Il y a des moments où laisser ton ombre s'exprimer, c'est la meilleure chose à faire. Que ce soit ta colère pour défendre tes limites ou ton assurance pour te battre pour ce qui est juste. Partie 2. Naviguer dans les relations sociales. Loi 10. La loi de l'envie. T'est-il déjà arrivé de ressentir un petit pincement quand un collègue reçoit des compliments, alors que toi, t'avais bossé tout aussi dur que lui? Ou quand un ami t'annonce une super bonne nouvelle et au lieu d'être content pour lui, t'es juste agacé? Et là, tu te dis sûrement « Non, mais c'est pas de la jalousie, c'est juste que j'aime pas trop son attitude en ce moment. » Mais soyons honnêtes, est-ce que c'est vraiment à cause de lui? Ou plutôt un truc qui se passe chez toi? Ce qui rend l'envie vraiment dangereuse, c'est qu'elle est super facile à nier, que ce soit chez les autres ou en toi. On la déguise en critique, en fausse inquiétude. Et plus elle reste cachée, plus elle devient toxique. L'envie a deux visages et chacun est dangereux à sa manière. L'envie passive ou le saboteur silencieux. Celle-là est plutôt sournoise, ça passe par des petites piques discrètes, de l'indifférence froide ou des manières subtiles de te freiner. Pense à ce collègue qui a oublié de t'ajouter dans un mail important, ou ce pote qui change de sujet dès que tu parles de tes réussites. L'envie active ou l'attaque directe? Ici c'est frontal, critique, rumeur, coupe bas. Le genre de personne qui va remettre en question tes compétences en public ou balancer des sous-entendus sur la façon dont tu as vraiment eu ton succès. Notons qu'il y a des situations qui réveillent l'envie, même chez des gens qui d'habitude ne sont pas forcément jaloux. Le succès rapide. Rien n'énerve plus que quelqu'un qui réussit vite. Le petit génie, le nouveau qui dépasse les anciens, ça dérange parce que ça casse toutes les excuses qu'on s'est racontées pour justifier nos échecs. La reconnaissance publique. Plus ton succès est visible, plus tu déclenches des rancœurs silencieuses. La proximité. Un inconnu peut t'envier à distance, mais quand ça vient d'un ami, d'un frère, d'une sœur, d'un collègue, là c'est personnel. La rareté des opportunités. Quand il n'y a qu'une place, qu'un poste, qu'un trophée, ton succès devient leur échec. Et le plus dur à avaler avec l'envie, c'est que tout le monde la ressent, même toi, même moi. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu la transformes. Maîtrise ton art. Un bon menuisier n'envie pas un peintre talentueux. Quand t'es focus sur ton propre chemin, l'envie disparaît. Arrête de te comparer. La seule vraie compétition, c'est entre toi et ton ancienne version. Accepte ta singularité. T'es pas censé avoir les mêmes forces que les autres, appuie-toi sur ce qui te rend unique. Développe ton intelligence émotionnelle. Quand l'envie pointe le bout de son nez, remarque-le, donne-lui un nom et laisse-la passer. Construis ta confiance en relevant des défis. Plus ton estime grandit grâce à tes propres efforts, moins tu seras secoué par les réussites des autres. Et c'est exactement ce que j'essaie de me rappeler à chaque fois que cette petite voix me glisse « Pourquoi pas moi ?» Loi 11, la loi de la mégalomanie. Tu connais probablement un collègue qui a changé, et pas en bien. Autrefois, un membre adoré de l'équipe, toujours prêt à donner un coup de main, toujours une bonne parole, et tout le monde voulait le voir réussir. Le jour où il a eu sa promotion, tout le monde était sincèrement content pour lui. Mais les choses ont changé. D'abord subtilement, un léger changement de ton, une pointe d'arrogance. Plus il recevait des compliments, plus son ego gonflait. Et les critiques, il n'en avait plus rien à faire. Il s'est mis à croire qu'il était spécial au-dessus des autres, destiné à quelque chose d'exceptionnel. Le collègue qu'on admirait est devenu insupportable. Ce changement est dû à la mégalomanie, la croyance que l'on est au-dessus des autres, destiné à la grandeur, à un destin hors du commun. Au début, ça te donne de la force, mais si tu la laisses grandir sans contrôle, tôt ou tard, ça finit mal. Alors comment reconnaître quand la confiance normale bascule en mégalomanie dangereuse? Il y a 5 signaux d'alerte à connaître. Le syndrome de l'élu. Tu te mets à croire que ton succès vient uniquement de ton talent, que tes efforts, le timing, l'aide des autres, tout ça n'a aucune importance. Juste toi et ton génie. La forteresse de la flatterie.
Tu commences à t'entourer uniquement de personnes qui te caressent dans le sens du poil, rejetant les critiques ou les vérités inconfortables. L'illusion du destin. Chaque petite victoire devient une preuve que tu es destiné à quelque chose de grandiose. Et plus ça va, plus tu perds le contact avec la réalité. L'addiction au projecteur. Ce que tu cherches, c'est plus vraiment d'accomplir des choses, c'est d'attirer l'attention. Et pour rester sous les feux de la rampe, tu prends des décisions de plus en plus extrêmes. L'illusion de l'invincibilité. Tu prends des risques inconsidérés, croyant que les règles ne s'appliquent pas à toi, et ça marche, jusqu'à ce que ça ne marche plus. Mais le plus important dans tout ça, c'est de comprendre qu'on a tous, quelque part, des impulsions mégalomanes. Le but n'est pas de les écraser, mais de les canaliser. Robert Greene appelle ça la mégalomanie pratique, de l'ambition, mais avec de la conscience. Voici comment la pratiquer. Accepte ton ambition. N'essaie pas de faire semblant que t'as pas envie de reconnaissance. Assume-le. Si tu l'ignores, c'est elle qui va te contrôler. Reste ancré dans la réalité. Aie des grands rêves, mais garde des gens autour de toi qui n'ont pas peur de te remettre en place quand tu dérapes. Canalise ton énergie. Au lieu de courir après 15 rêves en même temps, concentre-toi sur un seul objectif important, atteignable, et donne tout. Repousse tes limites sans te briser. Choisis des défis qui te poussent à grandir, mais pas au point de te détruire. Prends des risques calculés. Fais preuve d'audace de temps en temps, mais garde des limites, mets des garde-fous. Au final, la mégalomanie, c'est une arme à double tranchant. Soit elle te fait grandir, soit elle te fait tomber. Et le choix, c'est le tien. Loi 12, la loi de l'inflexibilité des sexes. Dès notre naissance, la société nous dit comment les hommes ou les femmes sont censés se comporter. Les garçons, on leur dit d'être forts, durs, de ne jamais montrer leurs faiblesses. Les filles, on leur apprend à être douces, attentionnées, à prendre soin des autres. Et à force d'entendre ça, ça façonne non seulement nos comportements, mais aussi notre identité. Et le pire, c'est qu'en jouant ce rôle qu'on nous a appris, on finit par perdre l'accès à une grande partie de qui on est vraiment. Traditionnellement, on colle des étiquettes. Côté masculin, c'est assurance, ambition, indépendance. Côté féminin, c'est empathie, intuition, patience. Mais la vérité, c'est qu'on les a tous les deux en nous. Et comme Carl Jung l'a montré, ce qu'on refoule ne disparaît jamais vraiment. Ça ressort, mais sous une autre forme, nos projections. En fait, on finit par chercher chez les autres ce qu'on a enfoui en nous-mêmes. Robert Greene explique que ça se voit dans nos relations sous 6 formes différentes. Le romantique diabolique. Tu idéalises une personne qui semble avoir exactement ce qui te manque. La femme parfaite et insaisissable. Tu tombes amoureux d'un fantasme, pas d'une vraie personne. Le rebelle attachant. Tu te sens attiré par les gens qui cassent les règles parce qu'au fond, c'est de liberté que tu as vraiment envie. La femme déchue. Tu cherches chez l'autre l'opposé total de ton éducation, comme une façon de te rebeller. L'homme supérieur. Tu es attiré par le pouvoir, la confiance, parce que ça masque ton propre manque d'estime de toi. La femme qui doit l'admirer. Tu cherches l'admiration, pas juste pour flatter ton ego, mais pour combler un vrai besoin de valeur personnelle. La première chose à comprendre, c'est que tout ce que tu poursuis chez les autres, c'est déjà en toi. Et Greene propose des étapes simples pour récupérer cette part de toi que tu as mise de côté. Étape 1. Reconnais ce que tu réprimes. Pose-toi cette question, qu'est-ce qui m'attire ou m'énerve chez les autres ? Souvent, ce que tu refuses chez toi, tu le repères direct chez les autres. Par exemple, si tu es irrité par l'audace de quelqu'un, mais que tu l'envies un peu, c'est peut-être que toi aussi, tu as envie d'oser plus. Étape 2, pratique l'intégration. Si tu as peur d'être trop émotif, commence petit à petit à exprimer ce que tu ressens. Si tu es trop passif, apprends à poser des limites. La croissance, ça commence là où c'est inconfortable. Étape 3, cherche l'équilibre, pas les extrêmes. L'objectif n'est pas d'abandonner tes forces, mais de les compléter. Si tu es très rationnel, ajoute un peu d'empathie. Si tu es très attentionné, apprends à être plus affirmé. Au fond, la vraie puissance, c'est la flexibilité. Être capable d'activer toutes les facettes de ta personnalité en fonction du contexte. Et plus tu deviens flexible, plus tu deviens complet. Loi 13, la loi du désœuvrement. Prends Alex par exemple. Un brillant diplômé universitaire qui a passé toute sa vingtaine à courir après le statut social. Des jobs très bien payés qu'il détestait, des idées de start-up qu'il laissait tomber dès que ça devenait difficile. Et à 35 ans, résultat, il se sentait perdu. Il sautait d'un psy à un autre, d'un bouquin de développement personnel à un autre, sans jamais trouver de vraie direction. Pendant ce temps, une de ses anciennes camarades, Maya, s'est concentrée sur la résolution d'un problème spécifique dans les énergies renouvelables.
Elle aussi, elle a connu des galères, des échecs, des doutes, mais son but, son pourquoi, lui a donné une résilience que rien ne pouvait briser. À 35 ans, elle n'avait pas seulement monté une entreprise qui marche, mais aussi construit une vie pleine de sens. La différence entre eux, c'est pas l'intelligence, c'est le but. La 13e loi est peut-être la tueuse silencieuse la plus redoutable de potentiel. Une vie sans direction. Le vrai piège, c'est qu'on cherche souvent le sens au mauvais endroit. Le plaisir. Des études montrent que même les gagnants du loto reviennent à leur niveau de bonheur initial après quelques mois, tandis que ceux qui passent leur vie à courir après le plaisir pur finissent souvent plus anxieux, plus déprimés qu'avant. Les causes et les cultes. Certains s'accrochent à des mouvements ou des idéologies, pas par conviction, mais juste pour remplir un vide. Ils sautent d'une cause à une autre, portés par ce sentiment d'appartenance, jusqu'à ce que ça s'effondre. L'argent et le succès. L'histoire est remplie de gens qui ont atteint leurs objectifs financiers, pour ensuite se demander « c'est tout ? C'était juste pour ça ?» Des PDG qui finissent par mourir d'un arrêt cardiaque derrière leur bureau, des milliardaires incapables de maintenir des relations. L'argent, c'est un outil, pas un but. L'attention et la célébrité. Les réseaux sociaux ont rendu la notoriété accessible, mais aussi complètement vide de sens. Elle offre de la validation, mais pas de but. Les études sur les influenceurs montrent des taux alarmants de dépression et de crise identitaire. Parce que plus tu nourris ce besoin de validation extérieure, plus il grandit et plus il te vide. Le cynisme. Dire rien n'a d'importance est juste un autre masque pour le manque de but. Alors, comment trouver le vrai sens, celui qui te comble vraiment ? Robert Greene propose 5 stratégies pour t'aider à trouver ce que les Japonais appellent ikigai, une raison d'être. Regarde en arrière. Quand est-ce que le temps semblait disparaître ? Quand est-ce que tu étais tellement concentré que t'en oubliais tout le reste ? Ces moments sont des indices. Ils pointent vers ton vrai but. Transforme la critique en motivation. Quand J.K. Rowling a proposé Harry Potter, elle s'est pris 12 refus. Quand Elon Musk a annoncé vouloir créer des voitures électriques, tout le monde s'est moqué de lui. Derrière chaque grande réussite, il y a de la résistance. C'est normal, accepte-la, utilise-la. Entoure-toi des bonnes personnes. Jim Rohn disait « Tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc, choisis des gens qui avancent, qui construisent, pas des gens qui dérivent. » Crée ton échelle de but. Découpe ton objectif en étapes annuelles, mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes. Quand Michel-Ange a sculpté David, il ne l'a pas fait en un jour. Il s'est approché du marbre avec une grande vision et la discipline de tailler un petit morceau à la fois. Apprends à trouver l'état de flow. Le but prend vie dans ce que le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi appelle l'état de flow, cet état où le défi rencontre la compétence et où le temps disparaît. C'est là que réside l'épanouissement. En fin de compte, le but n'est pas seulement une question de destination, mais de tomber amoureux du processus. Loi 14, la loi de la conformité. Quand j'ai commencé à sortir avec ma copine, je me suis retrouvé face à un dilemme. Elle adorait le basket et tous nos amis adoraient ça. Mais moi, franchement, j'aimais pas du tout. Sauf que je voulais pas faire tâche, alors j'ai fait semblant d'aimer. Je souriais, je faisais semblant d'être à fond dans les matchs. Mais les mois ont passé et c'est devenu de plus en plus dur de cacher la vérité. Jusqu'au jour où ma copine a remarqué à quel point j'étais détaché et m'a demandé ce qui n'allait pas. On aime bien croire qu'on est indépendant, qu'on pense par nous-mêmes, mais en vrai, on se laisse bien plus influencer par les groupes qu'on veut l'admettre. En fait, on a tous 2 côtés en nous. D'un côté, il y a ton caractère individuel. Il s'agit de ta vraie personnalité, construite à partir de tes valeurs, de tes souvenirs, de ton vécu. Mais de l'autre, il y a ta personnalité sociale, celle qui se réveille dès que tu rentres dans un groupe. Donc, c'est pas un masque que tu mets consciemment. C'est une transformation automatique, un réflexe qui te pousse à t'adapter pour être accepté. Et le vrai danger, c'est quand ce toi social prend le dessus complètement. Au début, ça se fait en douceur. Tu commences à répéter les avis des autres juste pour faire partie du groupe. Tu fais des choses que tu aurais normalement questionnées, juste parce que tout le monde le fait. Et si tu ne le reconnais pas, tu deviens une marionnette du groupe. Robert Greene explique qu'il y a 4 manières dont ton toi social se fait manipuler. Le besoin d'appartenir. Tu copies les idées des autres, même si elles contredisent tes propres valeurs. Le piège du performeur. Tu façonnes tes actions et même tes posts sur les réseaux sociaux en fonction de l'image que tu veux donner. La contagion émotionnelle. Les émotions se propagent dans un groupe aussi vite qu'un virus. C'est ce qui explique comment des gens ordinaires ont pu participer aux pires horreurs de l'histoire, ou à l'inverse, à des révolutions héroïques. L'illusion de certitude.
Dans les groupes, les doutes disparaissent et la certitude prend le dessus. Quand tu es entouré de personnes qui ont l'air sûres d'elles, tu arrêtes de te poser des questions. C'est comme ça que naissent les bulles financières ou que des sectes attirent même des gens brillants. Comment rester fort dans un groupe sans se faire contrôler? Et un but clair. Sans but, un groupe finit toujours par tomber dans les potins, les jeux de pouvoir, les querelles. Mais quand le but est solide, tu restes au-dessus de tout ça. Choisis bien ton cercle proche. On devient comme les personnes qu'on fréquente le plus. Donc, entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut, qui compensent tes faiblesses mais partagent tes valeurs. Maîtrise la contagion émotionnelle. En tant que leader, tes émotions se propagent le plus vite. Si tu restes calme dans le chaos, les autres le feront aussi. Crée un sentiment de sécurité psychologique. Les meilleurs groupes ne cherchent pas l'accord total mais le débat. C'est le désaccord qui affine la vérité. Teste la loyauté sous pression. Le vrai caractère d'une personne, tu le découvres quand ça chauffe. Alors crée des situations contrôlées, des défis, et observe qui reste avec toi et qui abandonne. La majorité des gens traversent leur vie en étant modelés par le groupe dans lequel ils tombent. Mais ceux qui comprennent comment les groupes fonctionnent, ceux-là façonnent le groupe, et à travers lui, ils façonnent le monde. Loi 15, la loi de l'inconstance. T'as déjà eu une amitié proche? Quelqu'un avec qui t'as traversé beaucoup de choses? Puis du jour au lendemain, cette personne entend une rumeur sur toi et, sans même demander, elle te tourne le dos. Toi, t'essayes d'expliquer, t'essayes de recoller les morceaux, mais c'est trop tard, elle a déjà fait son choix. On aime croire qu'on se forge des opinions stables, qu'on réfléchit posément avant de juger. Mais la vérité, c'est que nos émotions et nos perceptions changent tout le temps, sans qu'on s'en rende compte. Il y a deux forces principales derrière ça. D'abord, les déclencheurs internes. On réagit rarement à la réalité elle-même, on réagit à nos émotions. Un investisseur enthousiaste hier à l'idée de contribuer à ton projet se retire soudainement après avoir repensé à un échec passé. Un partenaire amoureux qui jurait fidélité remet tout en question après une petite dispute. Ensuite, on est constamment bombardé par des pressions externes. Les gens recherchent la nouveauté. Ce qui les stimule aujourd'hui les ennuie demain. Et avec les réseaux sociaux qui amplifient constamment les émotions extrêmes, le cycle s'accélère. Ensemble, ces facteurs internes et externes créent une tempête parfaite d'instabilité. Alors, comment diriger quand les opinions des gens sont aussi imprévisibles? Robert Greene propose 8 stratégies clés. Créer des ancrages émotionnels. Les gens restent fidèles à des leaders qui touchent quelque chose de plus profond que les tendances, les valeurs, l'identité, le sens. Sois cohérent, pas juste impressionnant. Les leaders flashy attirent l'attention, mais ça ne dure jamais. Les leaders constants, eux, gagnent la confiance sur le long terme. Maîtrise la psychologie de groupe. Les foules amplifient les émotions. Si tu ne les contrôles pas, elles te contrôleront. Reste imprévisible. La prévisibilité te rend facile à ignorer. Une touche de surprise te rend magnétique. Pense au patron dur qui montre une compassion inattendue ou à l'intellectuel qui révèle un côté joueur. Ne laisse pas les échecs à court terme te définir. Le public réagit toujours de façon extrême, face au succès ou aux échecs. Si tu cours après chaque avis, tu vas t'épuiser. Utilise des symboles de stabilité. Dans le chaos, les gens ont besoin de repères. Pour ça, les drapeaux, les logos et les rituels créent une continuité. Maîtrise le timing. Même la meilleure décision peut échouer si elle est prise au mauvais moment, et les grands leaders savent attendre le bon moment pour agir. Reste calme dans le chaos. Quand tout s'écroule autour de toi, ton calme devient contagieux. Tu deviens le pilier sur lequel les autres s'appuient. Partie 3. Atteindre l'épanouissement à long terme. Loi 16. La loi de l'agressivité. T'as déjà remarqué comment certaines personnes ont l'air calmes, polies, super bien élevées, mais au fond, il y a un truc chez elles qui sonne faux? Ce collègue avec son sourire parfait, cet ami qui ne se met jamais en colère, ou même ce parfait inconnu qui aide une mamie à traverser la rue, mais avec un excès de politesse qui semble bizarre. Et si je te disais que derrière beaucoup d'interactions gentilles, il y a souvent une force cachée? L'agressivité. C'est inconfortable à admettre, mais nous sommes des créatures fondamentalement agressives. La civilisation n'a pas supprimé ça, elle nous a juste appris à le cacher. Mais le fait de cacher son agressivité, ça ne la fait pas disparaître. Au contraire, ça la déforme, ça la rend plus sournoise et souvent plus dangereuse. Certaines personnes la refoulent et la tournent contre elles-mêmes, ce qui se transforme en anxiété, doute de soi, voire dépression. D'autres la laissent fuir à travers des comportements passifs-agressifs, empoisonnant lentement les relations. Mais les plus malins, eux, ils la canalisent en ambition, transformant l'agressivité brute en une détermination inarrêtable.
Le passif agressif, c'est sûrement la forme la plus sournoise. Ça se cache derrière des sourires et de la politesse, mais en vrai, ça plante des couteaux dans le dos. Elle se manifeste de 5 façons. Le supérieur subtil. Toujours en retard, toujours en train de te faire attendre, le vrai message derrière, mon temps vaut plus que le tien. Le chercheur de sympathie. Le pro de la victimisation. Il te vide de ton énergie en faisant de leurs problèmes le centre de l'attention. L'insinuateur, maître du compliment empoisonné, franchement c'était une super présentation. Pour quelqu'un qui débute, le transfert de culpabilité. Tu le confrontes, et d'un coup, c'est toi le méchant. Il manipule la situation jusqu'à ce que ce soit toi qui finisses par t'excuser. Le tyran passif. Peu importe ce que tu fais, ça ne suffit jamais. Il te contrôle en te maintenant dans un état d'insatisfaction constante. Alors, comment tu fais pour gérer l'agressivité chez les autres, mais aussi chez toi? La solution, c'est pas de la réprimer, mais de la rediriger. Au lieu de laisser ton agressivité te contrôler, apprends à la contrôler. Commence par la prise de conscience. Reconnais tes propres tendances agressives. Ne les juge pas, observe-les, comprends-les. Ensuite, pratique l'agressivité contrôlée. Ne refoule pas ta frustration, transforme-la en action. Laisse-la alimenter ton ambition, pas tes réactions. Sois assertif, pas agressif. Affirme-toi, parle avec clarté. Fixe des limites sans agressivité. Et surtout, pense stratégie. Ne réagis pas sur le coup de l'émotion. Réponds avec précision, parce que la personne la plus dangereuse dans une pièce, c'est rarement celle qui crie, c'est celle qui reste calme. Loi 17, la loi de la myopie générationnelle. Tu crois sûrement que tu es en total contrôle de tes choix. Mais en réalité, ta façon de penser, ce que tu trouves important, ce que tu valorises, tout ça est influencé par la génération dans laquelle tu es né. On est tous marqués par les événements qu'on a vécus pendant nos années formatrices. Par exemple, la Grande Dépression a créé une génération obsédée par la sécurité financière, tandis que le boom technologique des années 90 a créé une foi inébranlable en l'innovation. Et ce ne sont pas juste des préférences, elles limitent littéralement notre vision du monde. Ibn Khaldoun, un historien du XIVe siècle, a observé que l'histoire suit des cycles prévisibles sur 4 générations. Première génération, les révolutionnaires. Ce sont les rebelles, les visionnaires, ceux qui brisent les règles et renversent l'ancien système. Pense aux leaders des droits civiques dans les années 60 ou aux pionniers de la tech dans les années 90. Deuxième génération, les organisateurs. Eux, ils prennent le relais et créent de la structure pour que les victoires des révolutionnaires ne soient pas perdues, comme Napoléon qui a posé les bases du Code civil. Troisième génération, les bâtisseurs, des gens pragmatiques qui veulent avant tout de la croissance et de la stabilité. Un peu comme la génération d'après-guerre, celle qui a construit les autoroutes et les banlieues. Quatrième génération, les cyniques. Eux, ils réalisent que le progrès a créé de nouveaux problèmes. Ils remettent tout en question et préparent le terrain pour la prochaine révolution. Et une fois que ce cycle est complet, il recommence, encore et que tu le veuilles ou non, ça influence ta façon de penser. Alors, comment te libérer des influences de ta propre époque? Reconnais ton filtre générationnel. Demande-toi, qu'est-ce qui a modelé ma façon de voir le monde? Par exemple, si tu as grandi avec les réseaux sociaux, ton attention et ta façon de vivre tes relations sont forcément influencées. Remets en question tes certitudes. Les croyances les plus puissantes sont celles que tu considères même plus comme des croyances. Par exemple, les générations plus âgées pensaient qu'un bon job c'était pour la vie. Aujourd'hui, changer de carrière est presque devenu normal. Reste radicalement curieux. Lis, écoute, échange avec des idées de d'autres époques. Va chercher des points de vue qui te mettent mal à l'aise car c'est là que tu grandis. Connecte-toi avec d'autres générations. Parfois, les meilleures leçons viennent de quelqu'un de beaucoup plus jeune ou beaucoup plus vieux que toi. Étudie les cycles historiques. Plus tu comprends comment les générations passées ont réagi aux changements économiques, technologiques ou politiques, mieux tu comprendras le monde d'aujourd'hui et où il se dirige. Utilise l'énergie collective. Chaque génération a une vibe dominante. L'idéalisme, l'ambition, la confiance numérique. L'important, c'est de pas juste te laisser porter par le courant, mais d'apprendre à l'utiliser pour avancer. Loi 18, la loi du déni de la mort. On vit comme si la mort était quelque chose qui n'arrive qu'aux autres, quelque chose de lointain qu'on affrontera un jour, on remplit nos journées de travail et de distraction, évitant la seule chose qui donne un sens à la vie. Depuis toujours, l'être humain a trouvé des moyens de défier la mort en laissant des traces. Les pyramides, les chefs-d'œuvre artistiques, la conquête de l'espace, la recherche pour prolonger la durée de vie. Tout ça, c'est juste des tentatives d'échapper à notre mortalité. Mais Robert Greene explique que la vraie liberté arrive quand tu fais l'inverse,
quand tu acceptes pleinement l'idée de ta propre mort. Et quand tu fais ça, 3 choses se produisent. D'abord, nos priorités deviennent claires. Les petits soucis, les comparaisons avec les autres, tout ça perd son pouvoir sur toi. Ce qui compte vraiment devient évident, des relations significatives, un travail épanouissant et des expériences enrichissantes. Le jugement d'un inconnu ou une mauvaise journée au travail semble insignifiant quand on se rappelle que notre temps est limité. Ensuite, on devient plus présent. Quand tu nies la mort, tu finis par vivre en pilote automatique. Mais quand tu l'acceptes, chaque moment prend une autre dimension. Un coucher de soleil n'est plus juste un décor, c'est un instant unique qui ne reviendra jamais. Une conversation avec quelqu'un que t'aimes n'est plus une perte de temps. C'est un souvenir que tu regretteras peut-être de ne pas avoir savouré quand il sera trop tard. Enfin, on découvre le vrai courage. La peur de l'échec, du rejet ou du jugement diminue face à la peur ultime. Arriver à la fin de sa vie avec des regrets, la question passe de « et si j'échoue » à « et si je n'essaye jamais ». Accepter la mort, ce n'est pas devenir inconscient ou vivre n'importe comment. C'est juste apprendre à avoir peur des bonnes choses et à se concentrer sur ce qui compte vraiment.